Bonjour tout le monde. Donc, on reçoit aujourd'hui Madame Michèle Huimet, qui a été journaliste à la presse de 1989 à 2018. Elle a remporté de nombreux prix, dont le prix Michener pour son enquête sur les talibans en Afghanistan. Elle a également fait paraître 2 romans au Boréal, La promesse et L'heure mauve. Aujourd'hui, l'entretien va essentiellement porter sur son dernier ouvrage, L'homme au chat. Et s'il nous reste encore un peu plus de temps, nous allons parler de son livre qui revient sur son expérience de reporter un peu partout dans le monde. Bienvenue, Michèle, et merci de nous recevoir. Merci de me recevoir. Je vais commencer donc par une série de questions, une question un peu plus légère. Dans ce roman, L'homme au chat, chaque personnage du roman est en soi un roman lui-même. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il y a en filigrane, derrière chacun de ces personnages, un retour sur le passé qui renseigne sur leur personnalité. Et commençons par celui de Marie. Plusieurs passages retiennent l'attention. Ambitieuse, prête à tout pour avoir un scoop, proche de la quarantaine et devant cohabiter au travail avec des collègues à peine sortis de l'adolescence, mais si belle que l'auteur se demande si la beauté n'est finalement pas un critère principal de recrutement dans les rédactions. Ouais, je commence par une question légère. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans les rédactions, ce critère principal de recrutement qui porte sur la beauté? Non. C'est un roman, là. Mais il en reste pas moins que, en fait, la salle de rédaction, c'est un peu le reflet de tous les milieux de travail. La salle de rédaction a ses particularités, mais les milieux de travail ont tous à peu près les mêmes travers. Alors, j'ai décidé de travailler sur ces travers-là. C'est sûr qu'une belle jeune femme de 22 ans, que des gens m'en ont pu finir, qui est belle, mince, avec des grands cheveux, va avoir plus de facilité dans la vie qu'une autre qui pèse 200 livres, puis qui mesure 5 pieds 1, puis qui est pas très jolie, qui a un physique ingrat. Ça, c'est un peu universel. Donc, j'ai voulu jouer sur cette corde-là. Et aussi, il faut pas oublier que la plupart des patrons, dans la plupart des milieux de travail, sont des hommes. Donc, ils sont pas insensibles à la beauté et au charme des jeunes femmes. Et quand une femme s'en va vers la quarantaine, elle sent qu'elle vieillit, puis qu'il y a une autre génération qui pousse en arrière d'elle, c'est toujours insécurisant. Fait que c'est un peu là-dessus, c'est un peu ça que j'ai voulu souligner. Ça rejoint en fait la deuxième question qui porte justement sur les relations difficiles de travail avec son supérieur hiérarchique Jean-Jacques, au-delà du dépit amoureux, qui laisse voir aussi les contradictions avec la logique gestionnaire de la direction, qui, comme vous le dites, ne s'occupe que de chiffres, parce qu'ils n'ont jamais écrit une seule ligne de journal. Est-ce que là également, c'est un trait que l'on retrouve? Ben, c'est un trait qu'on peut trouver souvent dans les milieux de travail, c'est assez des gestionnaires. Dans ce cas-ci, c'est une salle de rédaction qui sont très habiles avec les chiffres, mais peu avec le b.a.-ba, le terrain. Alors, ça peut être dans une salle de rédaction ou ça peut être ailleurs, ça peut être, je sais pas, mais des directions d'école, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui ont jamais enseigné et qui se mêlent de dire à des professeurs, elle leur imposer des réformes. Donc, c'est quelque chose d'un peu universel et moi, j'ai adapté ça dans la salle de rédaction pour montrer un peu le choc, si on veut, entre des patrons qui n'ont pas d'expérience de terrain, mais qui se mêlent quand même d'expliquer faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça, et de faire un peu de la micro-gestion, ce qui peut être extrêmement irritant pour un journaliste ou pour un prof ou pour bon, etc. Là, ça s'applique partout dans les hôpitaux pour les médecins. Bon, c'est un peu un travers de la société, c'est ça que j'ai voulu illustrer, mais à travers une salle de rédaction qui est quand même un milieu que je connais bien parce que j'ai travaillé dans une salle de rédaction pendant presque 30 ans. Okay. Est-ce que c'est vrai que le trait que l'on a tendance aujourd'hui à retrouver dans une logique de concentration où la logique commerciale l'emporte de plus en plus sur les critères d'ordre éthique et déontologique, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mais oui et non. C'est-à-dire que les médias ont traversé une crise grave qui ont quasiment remis en question leur existence
à cause de la concurrence des GAFA de ce monde, de Google, Facebook, etc. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup de tensions, mais ça reste quand même un roman avec les travers de chaque... bon, j'ai voulu avoir l'ambitieux, j'ai voulu avoir l'emmerdeur de service qui parle tout le temps, le patron qui peut être dur, mais qui peut comprendre quand même. Donc, mais j'ai aussi le milieu de travail des enquêteurs. Donc, j'ai voulu aussi faire sourire parce que c'est un roman qui est quand même assez sombre, mais Absolument. en parlant des travers des salles de rédaction, j'ai voulu aussi faire sourire le lecteur en lui montrant un peu comment fonctionne une salle de rédaction, là. Mais avec la pression énorme, l'heure de tomber, l'obsession de trouver un scoop, battre la concurrence, et tout ça crée là, une atmosphère assez particulière dans une salle de rédaction. Absolument. Merci. Une troisième question, c'est la relation entre le journaliste et les policiers enquêteurs, qui peut déboucher, comme dans le cas du roman, sur une relation amoureuse et qui donne en fait au premier, le journaliste, un certain privilège d'accès en fait au plus secret quelquefois de l'enquête. Je pense ici à l'histoire par exemple des petites culottes et des victimes que gardait par devers lui le meurtrier. Information secrète à laquelle n'avait accès, comme vous le dites, ni le député ni le ministre. Est-ce que le vrai pouvoir de la presse est ici dans ce privilège de la source dont dispose le journaliste, surtout celui d'investigation? C'est sûr que si un journaliste veut faire une enquête, il a besoin de sources. Et c'est sûr que si c'est un journaliste qui couvre les faits divers, il a besoin de sources dans le milieu policier. Mais les policiers et les journalistes, c'est pas une alliance naturelle, si vous voulez. Les journalistes veulent sortir l'information le plus possible. Les enquêteurs sont très jaloux de leur information parce qu'ils veulent pas nuire à l'enquête. Mais les uns ont besoin des autres. Et ça crée des relations très tendues, un peu névrosées. Il y a beaucoup d'incompréhension, je dirais pas de mépris, mais d'incompréhension du milieu policier face au travail des journalistes. Les journalistes ont beaucoup de frustration quand ils essaient de sortir les vers du nez des enquêteurs et que les journalistes se butent tout le temps au service des communications quand, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de renseignements possible pour écrire leur article là, ou suivre leur enquête. Donc, c'est deux milieux qui s'entrechoquent un peu, qui ultimement ont besoin l'un de l'autre, mais qui se comprennent mal, qui se connaissent mal, et et les policiers aussi ont beaucoup de pression, là, des pressions de leur patron, préserver l'enquête. Juste regarder l'émission District 31, je ne sais pas si les gens regardent ça, mais on voit que les relations ne sont pas faciles entre les journalistes et le journaliste, je dirais, et les enquêteurs. On voit bien là, que les intérêts divergent. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Mais j'ai pas voulu non plus faire quelque chose de caricatural. Alors, Marie réussit à apprivoiser un enquêteur, l'enquêteur apprivoise Marie. Alors, ils finissent par collaborer malgré toutes leurs différences. Ils finissent par tomber amoureux, finalement. C'est tout l'intérêt de cette relation-là qui commence justement par une relation extrêmement professionnelle, mais qui débouche ensuite sur une relation amoureuse extrêmement intéressante. Il y a des passages ici qui sont absolument fabuleux que je conseille en fait au lecteur ou à la lectrice qui n'a pas encore lu l'ouvrage. Est-ce qu'il reste vrai quand même que le journaliste d'investigation qui dispose de sources ou d'une information secrète à laquelle n'ont pas accès même les pouvoirs politiques les plus puissants, est-ce que ça donne, d'un point de vue intérieur aux journalistes, un sentiment de puissance, de pouvoir? Est-ce qu'il n'est plus là? Il sent à un moment donné qu'il n'est plus un contre-pouvoir, comme on le définit dans les mécanismes de la démocratie, mais qu'il sent qu'il détient lui-même un véritable pouvoir. Et je parle surtout du journaliste d'investigation ici. C'est sûr que d'avoir une information, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que oui, c'est sûr que pour un journaliste, l'information, c'est le nerf de la guerre. Et aussi d'avoir une information exclusive, donc battre la concurrence, faire la manchette. Ça aussi, c'est important. C'est un peu notre pain et notre beurre, là, veut pas. Un journaliste qui est ambitieux et qui veut sortir un scoop à tout prix, ben, il doit avoir des sources et il doit faire attention avec ces sources-là parce que il faut pas
brûler la source. Il faut pas qu'on sache qui est la source. Donc, il y a tout un, je dirais pas un jeu, mais il y a toute une relation complexe qui se tisse. Et c'est sûr que le but ultime, c'est d'avoir le plus d'informations possible, d'avoir des informations exclusives, de les dévoiler, de les publier sans dévoiler qui est sa source. Parce que la source peut perdre son travail, là. C'est important, là. On a déjà vu la police enquêter pour savoir qui était la source à l'origine d'une exclusivité d'un journaliste, là. Je prends l'exemple de Patrick Lagacé, par exemple. On a fait, Ou de Daniel les politiciens ont Leblanc, fait, avec le oui, c'est ça, scandale. Daniel Blanc, mais dans le cas de Patrick Lagacé, la police a fait toute une enquête pour savoir qui était sa source. Même, ça a même débouché sur une commission d'enquête. Donc, c'est un enjeu qui est très important chez les journalistes. Un, avoir une information exclusive et deux, protéger les sources. Donc, entretenir les sources, mais en même temps les protéger. Donc, quand on écrit, il faut faire très attention pour ne pas brûler sa source. Absolument. Absolument. Je reste toujours dans cette relation de travail au sein du journal. Et là, je reviens dans le roman en direct, là, au cœur du roman, l'autorité excessive du directeur de l'information, son passé de cancre, comme vous le définissez, qui nourrit un comportement profond. Excès d'autorité dans ses rapports, surtout avec la journaliste Marie, complexe d'infériorité devant Philippe, qui va devenir le meurtrier, mais aussi habile manipulateur qui sait jouer donc sur la jalousie en appréciant toujours positivement la qualité des articles de Philippe, là où il cherchait souvent à rabaisser Marie. Là aussi, c'est un trait en fait qu'on retrouve dans la fiction, mais est-ce que c'est quelque chose que l'on recouvre dans la vraie vie du journaliste? C'est quelque Mais chose que l'on voit dans les salles de rédaction. il y a un peu un fond de misogynie dans le comportement de Jean-Marc, le directeur de l'information, de la jalousie aussi, parce qu'il admire beaucoup Marie pour sa force, pour la, la qualité de sa plume, mais en même temps, il est jaloux parce que lui, il a de la difficulté à écrire deux lignes qui tiennent debout. Euh, et il y a aussi une relation complexe, là, parce que Jean-Marc, c'est pas juste un patron qui montre ses muscles et qui joue de son autorité. C'est aussi quelqu'un de sensible qui a son passé. On comprend un peu pourquoi il est comme ça. Il est aussi attachant, même si même s'il use, abuse, pour ne pas dire, de son autorité. Mais il faut pas oublier qu'une salle de rédaction, ça va vite. La concurrence est très forte. La pression est énorme. Donc, c'est sûr que des fois, c'est pas facile, là. Et pour les patrons et pour les journalistes. Donc, il se crée une dynamique assez particulière. Mais je rappelle que c'est une œuvre de fiction et que ça ne dépeint Absolument. pas. Ça ne dépeint pas les patrons de la presse pour qui j'ai travaillé. Mais c'est un peu un mélange là, de toutes sortes de tous les patrons que j'ai pu avoir dans ma vie, que ce soit comme étiqueteuse dans une manufacture ou caissière dans un supermarché. J'ai fait j'ai été secrétaire, réceptionniste, bon, etc. Donc, c'est un peu tout ça mis ensemble qui a fait que j'ai créé mon personnage de Jean-Marc, qui abuse, qui aime bien utiliser son pouvoir et fonctionner un peu, humilier un peu ceux qui ont beaucoup de talent là, pour montrer que dans le fond c'est lui le patron. Absolument. Ouais. Absolument. Mais ce qui est toujours intéressant, comme je le dis, c'est toujours en fait cette volonté d'aller toujours chercher, si vous voulez, dans le passé du personnage, les éléments explicatifs de ses caractéristiques personnelles. Et c'est vrai qu'on retrouve Jean-Marc très sensible à la fin lorsqu'il apprend justement le décès de la mort de Marie, alors qu'au début, on pouvait penser en fait que c'est un homme qui est extrêmement insensible, qui veut toujours abuser de son pouvoir, qui est prêt à écraser et qui trouve même du plaisir à écraser. Mais en réalité, on trouve un homme extrêmement sensible et ce qui ajoute, si vous voulez, ce qui fait un peu du sel, qui ajoute du sel dans cette relation, c'est que il a été amoureux de Marie qu'il a rejetée au début. Donc, cette peine-là amoureuse est restée jusqu'à la fin et on se rend compte qu'il est toujours resté encore amoureux de Marie jusqu'à la disparition de Marie. C'est quelque chose qui est extrêmement marquant encore dans l'ouvrage et ce sont des passages aussi que je conseille absolument aux lecteurs. On en vient à la personnalité et au passé troublant du meurtrier en série qui violait et torturait ses victimes avant de les tuer. Et ce meurtrier n'est autre que Philippe, le collègue de Marie, issu d'une relation
lui-même, sa naissance est issue d'une relation entre frères et sœurs, qui était souvent traité comme tel par une mère qui le surnommait le bâtard. Alors, le récit sur la trajectoire de vie de Philippe est absolument saisissant. Qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de ce portrait du meurtrier? Que le passé douloureux des meurtriers est souvent la cause profonde de leur caractère ignoble, insondable pour le commun des mortels. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'on peut avoir deux frères d'une même famille. Un est psychopathe, l'autre a un cheminement normal. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut expliquer. Mais une chose est certaine, c'est que le passé sordide du meurtrier explique en partie ce qu'il a été. Donc, c'est un peu tout le débat entre l'inné et l'acquis. Le meurtrier n'est pas né psychopathe, il l'est devenu. Et donc, c'est ce qui explique. C'est ça, je trouvais ça important de faire des flashbacks, si on veut, des retours sur la vie de chacun des personnages principaux. Ce qui fait que le roman a été très compliqué à écrire à cause de ces retours en arrière dans la vie de chacun des personnages, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il fallait que marquer les retours, il fallait qu'on comprenne qu'on était en 1960, qu'on n'était pas aujourd'hui. Donc, il fallait que je donne... Non, c'est pas suffisant juste d'écrire, je ne sais pas moi, Montréal 1970. Il faut donner des repères aussi qui montrent qu'on est en 1970 et non pas en 2019, 2020. En tout cas, bref, il fallait que ce soit avant la pandémie. Ça aussi, c'était un autre bâton dans mes roues, parce que je n'ai pas parlé de la pandémie, donc il fallait que ça soit avant la pandémie. Et donc, c'était compliqué parce que ce roman-là se développait à plusieurs niveaux. Je retournais dans le passé de chacun des personnages et le présent, puis je fais des allers-retours peut-être 5 ou 6 fois dans le passé des 3 personnages principaux. Donc, mais j'y tenais. Plutôt que de dire il a été comme si je voulais qu'on retourne et qu'on soit au présent. Donc, 40 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, 25 ans plus tôt, pour qu'on comprenne bien pourquoi quelqu'un peut déraper à ce point-là. Déraper. C'est pire qu'un dérapage, là. Mais bon. Dans ma carrière aussi, j'ai été à l'étranger, oui, mais j'ai aussi fait beaucoup de reportages à Montréal. Et j'ai rencontré des gens des meurtriers en prison, et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu ils sont devenus, comme ils ne sont pas nés meurtriers, mais ils le sont devenus pour toutes sortes de raisons. Et ça, cette trajectoire-là me fascine. Comment devient-on un meurtrier? Comment devient-on un psychopathe? Tout ce que la vie fait qu'un homme peut devenir un monstre ou une femme à cause de son passé. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu explorer. C'est absolument fascinant. Vous avez réussi vraiment à le restituer, la complexité du personnage qui, avec ce passé trouble, devient un meurtrier, mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, dont il se pose des fois la question de savoir est-ce qu'il les aime, est-ce qu'il peut les aimer, est-ce que justement tout son passé fait en sorte qu'il puisse aimer une personne, un enfant. C'est extrêmement saisissant, là aussi. Je reviens un peu, si vous le voulez, sur le silence de Marie autour du viol qu'elle a subi et qu'elle n'a raconté que bien tardivement à sa meilleure amie, Nathalie, qu'elle n'a jamais raconté ni à ses parents. Et là, vous touchez peut-être un problème plus général sur le silence des femmes victimes de viol. Ça, c'était avant l'avènement du phénomène MeToo, bien sûr, et qui ne disaient rien parce qu'elles avaient honte. C'est comme si elles étaient doublement victimes. Victimes de viol, déjà, et ensuite prisonnières de la honte qui les enferme dans un silence si lourd à porter. J'aimerais vous entendre aussi sur ce silence-là. Donc, vous avez tout à fait raison quand vous dites doublement victime, c'est très juste. Ben, en fait, les femmes se taisent à cause de la honte. C'est fou. Pourquoi? Pourquoi avoir honte quand dans le fond, ces femmes-là n'ont rien fait? Et il y a des hommes aussi qui sont violés, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les femmes et ce silence-là. Pourquoi avoir honte? Et c'est la honte qui déclenche le mécanisme du silence. Et là, tu t'enfermes. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Les femmes victimes n'en parlent pas parce qu'elles ont honte. Elles ont honte. Donc,
et c'est la roue qui tourne. Et donc, Marie, en ne parlant pas de son viol, est typique des femmes victimes, soit de violence conjugale, soit d'agression sexuelle ou de viol. C'est un peu tout le temps la même mécanique. La victime se sent responsable, donc même si il n'y a aucun rationnel là-dedans, et elle se sent coupable. Et c'est pour ça que Marie se confie si tardivement à sa meilleure amie, à cause de la honte, à cause de l'image aussi. Marie, c'est une femme forte, c'est une femme ambitieuse, alors elle n'aime pas l'image elle ne veut pas être une victime, elle ne veut pas de cette image-là. Donc, elle le cache. Alors, il y a beaucoup elle veut pas faire de peine non plus à ses parents, elle aime tellement sa mère l'aime tellement, elle dit, mon Dieu, ça va détruire ma mère, de l'apprendre quand, dans le fond, Marie a besoin d'aide. Et elle va aller chercher de l'aide, elle va consulter. Alors, je me suis beaucoup amusée avec ma psy, avec ma psychologue, mais ça nous permettait, il y a quelques chapitres où Marie est avec sa psychologue, donc ça nous permet d'explorer, si on veut, les méandres de l'âme de Marie, même si elle-même ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle passe 4 ans en thérapie, qui finalement lui permet de faire un peu la paix, si on veut, avec son viol et avec son passé. Je reviendrai tout à l'heure sur cette relation-là avec la psychologue et le pouvoir aussi des psychologues, leurs compétences, parce qu'il y a des questionnements sur le pouvoir limité peut-être des psychologues, leur capacité à comprendre la complexité de la personnalité de leurs patients. J'y reviendrai tout à l'heure, mais j'aimerais m'arrêter, si vous voulez, sur la discussion quasi métaphysique entre les deux amies, Marie et Nathalie. L'une qui renie Dieu parce qu'il ne l'a pas assistée lorsqu'elle subissait un viol, et l'autre qui dit échapper au viol par la grâce de Dieu. Ces passages sont absolument fascinants. Et pour donner de l'eau à la bouche de ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage, je renvoie à ce passage à la page 105 sur les contradictions de Nathalie, partagées entre la croyance en Dieu héritée de sa mère et la collection d'amas héritée de son père. Un conflit de loyauté, vous dites, qui a scindé sa personnalité en deux. J'aimerais lire ce passage-là, si vous le permettez. Elle n'a jamais compris ces contradictions, même si elle a usé le divan d'Hortense Lagacé, sa psy, pendant d'interminables séances. D'un côté, sa croyance en Dieu héritée de sa mère. De l'autre, sa collection d'amants héritée de son père, comme si le divorce de ses parents avait créé un conflit de loyauté qui avait scindé sa personnalité. Après 2 ans de thérapie, elle a décidé de vivre une vie compartimentée. Les amants la nuit, l'expiation de ses péchés le jour, un ordre mathématique réconfortant, le sexe et les prières s'équilibrant et rachetant sa faiblesse par la chair. C'est absolument fascinant. J'aimerais encore vous entendre là-dessus, sur cette discussion quasi métaphysique. Mais en fait, je me suis rendu compte, après avoir écrit le livre, que je réglais mes problèmes avec Dieu, que je réglais mes frustrations avec Dieu. Et j'ai profité de ce roman-là pour justement, parce que moi, j'ai été obligée d'aller à la messe. J'ai appris le petit catéchisme par cœur et je me suis révoltée contre Dieu. Mais alors, et Nathalie, Marie était très croyante et elle s'est révoltée contre Dieu parce qu'elle a dit, de toute ma vie, je n'ai pas manqué une seule messe et Dieu a été incapable de me protéger parce qu'elle s'est fait violer, donc elle a tourné son dos à Dieu. Tandis que Nathalie, elle, au contraire, dit, bon, j'ai échappé au psychopathe. Elle est encore de plus en plus croyante et c'est la seule pomme de discorde entre les deux grandes amies. Donc, à travers Nathalie, à travers Marie, je montre un peu la tyrannie de Dieu, mais aussi en même temps les déchirements que ça peut occasionner. Nathalie croit en Dieu, mais en même temps, parce que sa mère est extrêmement croyante, mais en même temps, son père avait plein de maîtresses. Alors, elle fait un peu pareil. Alors, elle fait un calcul mathématique, comme lorsqu'on va à la confesse et qu'on confesse nos péchés à Dieu et qu'on pense qu'on peut recommencer à zéro et que tout a été lavé. Mais c'est un peu ça qu'elle fait. La nuit, elle s'envoie en l'air. Le jour, elle est pieuse, elle va à la messe et elle rachète les péchés de la nuit. Et tout s'annule finalement et elle peut recommencer et continuer à vivre sa vie. Évidemment, ça n'a pas d'allure. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est un peu comme ça que Dieu fonctionne. On va à la confesse, on confesse nos péchés et ça efface l'ardoise et on peut recommencer à pécher, etc. L'humanité aussi fonctionne un peu comme ça.
On se tape sur la gueule, on fait des guerres et après ça, on signe la paix. C'est un peu tout le fonctionnement. Donc, je me suis bien amusée avec ça, mais ça vient de mon passé, si vous voulez, judéo-chrétien, du fait que j'ai été obligée. Et d'ailleurs, la mère de Jean-Marc, le directeur de l'information, c'est une ancienne religieuse et elle vole les examens pour que son fils puisse les pratiquer et passer l'examen. Donc, elle triche. Mais elle se dit, je vais aller prier, je vais aller faire des dizaines, je vais aller à la messe, je vais me mettre à genoux et je vais effacer ce péché-là face à Dieu en l'expiant. Alors, c'est toute la mentalité judéo-chrétienne. Alors ça, je me suis bien amusée, je vous avoue, en écrivant ces passages-là. C'est absolument intéressant. C'est absolument intéressant là également de pouvoir dire, voilà, j'ai fait du mal, mais c'est pour le bien et Dieu va m'en pardonner. Des opérations mathématiques, Il va me métaphysiques, comprendre. Je dis, c'est si on veut laver notre je dois être conscience, puis après, on recommence. absolument. C'est possible de discuter de ça. Et de livrer ces contradictions-là, c'est une discussion métaphysique qui est absolument saisissante. Et j'ai lu un passage justement pour donner de l'eau encore ici à la bouche de ceux qui n'ont pas lu. Je reviens sur la capacité du psychologue. C'est la page 184. Est-ce que vous auriez des doutes sur la capacité des psychologues à cerner la complexité des personnalités des meurtriers? Si je reviens à la page 184, vous lisez en fait dans la tête de Philippe qui se pose justement des questions sur la capacité des psychologues à le comprendre. Et il s'en moque un tout petit peu. Il dit pas question de tourner en rond dans une cellule étroite et de côtoyer des assassins qui ne lui sont pas à la cheville, parce qu'il ne voulait pas aller en prison, donc il ne voulait pas qu'on le dénonce. Encore moins de laisser des psychologues disséquer son âme avec leur charabia de merde. Ces bourgeois intellectuels qui se gargarisent de mots savants et qui prétendent détenir la vérité, alors qu'ils ignorent tout de la vie. Ils ne sont jamais sali les mains. Ils n'ont pas violé de femmes, ni vu de sang couler. Des mauviettes qui pérorent comme des paons sont sur les tueurs. Est-ce que là, il y a une réflexion sur la capacité du psychologue et donc la limite de son métier à percer la complexité du caractère des meurtriers? En fait, c'est plus un trait de caractère des meurtriers, des psychopathes, si vous voulez, parce que les psychopathes, c'est quand même une petite minorité dans le grand univers des meurtriers, si on veut. Donc, ils se croient supérieurs, ils se croient invincibles. Ils ont mis beaucoup de mépris pour ceux qui essaient pas, pour les psychologues, les psychiatres, essaient de les terroriser à l'idée de se faire prendre et d'aller en prison. Mais c'est plus, ce n'est pas un jugement sur le travail des psychologues, parce que la psychologue Hortense Lagacé, finalement, que Marie et Nathalie ont vu, reste quand même assez sympathique et elle aide réellement. Mais c'est des années, là. C'est pas 2, 3 séances ça, qui va régler les problèmes. Il faut s'acharner puis aller en thérapie Absolument. pendant 4, 5 ans pour que ça porte ses fruits. Et c'est soi-même, c'est le patient lui-même qui fait le travail. Mais dans le cas de la critique très dure de Philippe, c'est typique des psychopathes qui sont des gens très contrôlants, supérieurement intelligents, qui se croient au-dessus de tout, qui jouent avec la police, qui pensent qu'ils ne se feront jamais prendre et qui ont un mépris infini pour les psychologues, les psychiatres qui essaient ou qui croient pouvoir les comprendre. Donc, c'est plus dans la tête d'un psychopathe qu'une critique comme telle des psychiatres ou des psychologues. Moi, je pense que les psychologues peuvent vraiment aider si le psychologue est compétent et si la personne veut vraiment faire le cheminement qu'il doit faire. Et je pense que les psychiatres sont essentiels aussi. Mais dans la tête d'un psychopathe, non. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui viendra pas fouiller son âme puis disséquer ses états d'âme selon le meurtrier, ben, ça sera sûrement pas un psychiatre. Donc, c'est une espèce de rejet de l'autorité parce que eux sont l'autorité ultime. Tous les autres sont des crétins. C'est un peu typique de la mentalité. D'ailleurs, j'avais rencontré le psychiatre Jocelyn Aubu qui m'a beaucoup aidé à créer mon personnage. Parce que je voulais que ça soit crédible. J'ai envoyé des lettres à peu près à tous les psychopathes du Canada qui sont enfermés dans des prisons, que ça aide
de Paul Bernardo à Robert Picton, qui a tué je sais pas combien de prostituées en Colombie-Britannique, Augustino Ferreira, Russell Williams. J'ai essayé à peu près tous. J'ai envoyé 9 lettres, je crois, à tous ces meurtriers et pour pouvoir les rencontrer en prison, c'était avant la pandémie, pour pouvoir les rencontrer en prison pour qu'ils m'expliquent leur cheminement, ils ont tous refusé. Donc, alors là, je me suis rabattue sur Ils ont le refusé. psychiatre Jacinthe Aubu, qui était le directeur de l'Institut Pinel, donc qui a fait affaire à des grands meurtriers. Et ça m'a énormément aidé. Énormément aidé. Sans lui, mon personnage n'aurait pas été, évidemment, à partir de ce qu'il m'a dit, moi, j'ai créé la fiction, donc il est responsable en rien s'il y a des choses qui sont pas crédibles, mais j'ai essayé il m'a aidé à comprendre la différence entre un psychopathe et un meurtrier ordinaire, le psychopathe qui fonctionne à froid, qui a pas besoin de se geler ou de boire avant de passer à l'acte. Toutes les caractéristiques des psychopathes, c'est vraiment grâce à lui si mon personnage Philippe a un minimum de crédibilité, si vous voulez. Absolument. Et c'est ça qui fait que justement, on est entre la fiction et la réalité. C'est toute la beauté de ce roman. On est entre la fiction et la réalité. Cette impression à mi-chemin entre le réel et la fiction, et peut-être toutes les précautions justement que vous avez prises avant de l'écrire, en allant rencontrer des personnes impliquées dans les enquêtes de meurtre ou de viol, policiers, victimes, psychiatres, psychologues. D'ailleurs, si Marie n'avait pas été victime à son tour du psychopathe, le rapprochement avec l'auteur aurait été plus réaliste encore, car tout comme Marie, vous n'avez pas pu rencontrer le meurtrier Russell Williams, vous aussi, vous le dites, vous n'avez pas réussi à rencontrer des meurtriers en prison, ils ont tous refusé de vous rencontrer. Mais j'avoue parfois, en vous lisant, imaginez qu'ils vous lisent ces meurtriers et ils vont se demander comment vous avez pu entrer dans leur tête. J'aimerais que vous reveniez sur ces expériences de rencontres préalables que vous avez eues avant d'écrire le roman. Est-ce que ça a été un facteur de motivation davantage? La motivation d'écrire sur le meurtrier, elle était déjà là. Est-ce que ça a renforcé ces prédispositions qui étaient déjà existantes? Est-ce que ça a accéléré le processus de rédaction de l'ouvrage? Toutes ces rencontres-là qu'il y a eu avant. J'écris, mais je suis aussi une journaliste et ma démarche romanesque, si vous voulez, pour écrire un roman, se rapproche de la démarche de la journaliste. Donc, j'ai besoin de comprendre, de voir pour écrire. Donc, comme je connais peu le milieu des enquêteurs, bon, c'est sûr, j'ai parlé des policiers pendant ma carrière, mais c'est un milieu que je ne connais pas intimement, pas comme une salle de rédaction, par exemple. Salle de rédaction, je suis parfaitement capable d'imaginer ce qui de créer une fiction à partir d'un milieu que je connais bien. Alors, j'ai demandé, finalement, j'ai demandé au service de police de Longueuil, qui m'a dit oui, tout de suite, oui, vous pouvez suivre nos enquêteurs. Donc, pendant 2 semaines, j'ai été avec des enquêteurs. J'ai eu accès à tout. Ils m'ont vraiment accepté, accueilli comme si j'étais une des leurs. Ils ont vraiment été fins. Là. Ils m'ont pris sous leur aile. Et là, moi, ce que je voulais savoir, c'est pas leurs enquêtes. Ce que je voulais savoir, c'est quoi la dynamique entre les enquêteurs? Comment ça se passe dans un bureau d'enquêteurs? Comment les gens sont habillés? Qu'est-ce qu'ils se disent autour de la machine à café le matin? Qu'est-ce qu'ils pensent des journalistes? Et là, pendant 2 semaines, j'ai été avec des enquêteurs, j'ai fait tout leur shift et leur quart de travail. Et ça a vraiment été extrêmement instructif. Premièrement, il y avait beaucoup plus de femmes que je pensais. Il y avait autant de femmes enquêteurs enquêtrices que d'hommes. C'est très intéressant de voir la dynamique. Qu'est-ce qu'ils pensent les journalistes? Et bon, allez, à partir de ça, j'ai pris ça et là, j'ai mis ça de côté. J'ai laissé mariner le tout. Et à partir de cette toile de fond, j'ai créé mon univers. Donc, ce que j'ai écrit sur les enquêteurs, c'est pas nécessairement ce que j'ai vu. C'est pas un reportage, c'est un roman. Mais j'avais une base crédible pour pouvoir créer mon roman. Et aussi la relation entre les journalistes et les enquêteurs. Donc, pour moi, c'était très important parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas, ou très peu.
Mhm. Et puis c'est pour ça aussi que je voulais rencontrer des meurtriers. Ça n'a pas fonctionné, même si j'ai fait mon gros possible. Et donc, c'est toujours donc une démarche journalistique en amont. Je me suis toujours trompée avec amont et aval, là, mais en tout cas au début. Et après, je mets tout ça de côté. Et là, j'ai ce qu'il faut. Je me sens solide, si vous voulez, pour créer, mon monde, mon univers, mes personnages. C'est un peu ça la démarche. C'est absolument intéressant. Et comme je le dis, ça fait tout. Ça ramène en fait la particularité de ce roman-là. C'est une fiction qu'on lit comme si on était dans un monde réel et on comprend à la fin, avec toutes ces rencontres, toutes ces précautions qui ont été prises donc auparavant, pourquoi le lecteur a cette impression de lire un roman fiction, mais de se retrouver comme dans une sorte de réalité. Cet hyperréalisme-là vient justement de ces précautions que vous avez prises. Je vais peut-être terminer par une question sur cet ouvrage avant de passer un peu sur votre expérience de reporter. Ça se termine sur l'indice avec le policier François qui sent qu'il est en train là de toucher le meurtrier, qu'il est en train justement de découvrir qui est le meurtrier. Et ça se termine là. Vous le faites exprès, j'imagine, pour laisser le lecteur sur sa fin. Mais est-ce que c'est annonciateur du prochain ouvrage, du prochain roman? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. En fait, si j'ai fait cette fin-là, c'est que je voulais que ça se termine sur une note d'espoir, une note Ouais. pour que ça soit pas trop sombre. Mais je ne voulais pas que le psychopathe se fasse prendre. Mais je voulais quand même qu'il y ait de l'espoir. Est-ce qu'il y aura une suite? J'en ai aucune idée. Comme dirait ma fille dans sa phrase préférée, je suis pas rendue là, mais on verra. Mais c'est sûr que la porte reste ouverte. Mais je sais pas ce que je vais faire. Je suis en jachère, comme on dit, là. La terre se repose. Alors, parce que j'ai eu une grosse année l'année passée, là, j'ai comme besoin de réfléchir, de penser, de voir quel sera le prochain roman, quelle sera la suite, qu'est-ce que je fais. Je suis dans la période de réflexion qui est une période extrêmement importante, tu sais, où on mûrit. Ah, c'est ce que je fais. Et je mûris beaucoup en prenant des grandes marches ou en courant. Alors, ça, c'est mon processus de réflexion. La marche. En tout cas, moi, je vous partage mon désir de voir le prochain roman et de voir le personnage de Philippe et du meurtrier, du personnage de Philippe le meurtrier et le personnage de François encore là. J'ai vraiment envie de voir la suite. Je vous partage juste mon désir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Si, si vous voulez, je vais passer très rapidement sur l'ouvrage Partir pour raconter, où ici on sort de la fiction, donc ce sont des choses vraiment vécues. Il y a deux expériences sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. La première, c'est justement le reportage en Afghanistan, dans le contexte justement d'arriver au pouvoir des talibans, les conditions justement de réaliser un reportage ou bien une enquête journalistique dans un terrain où il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte suscitées justement par un pouvoir hostile à la démocratie, hostile aux femmes. J'aimerais que vous reveniez, si vous le voulez, sur les conditions d'exercice du métier de journaliste dans un contexte où il y a autant de peur, autant de crainte en Afghanistan. Comment vous l'avez vécu et que peut-on retenir de l'expérience du journaliste sur un terrain qui est aussi hostile? Euh, il faut, euh, il faut être, il faut être bien organisé. Il faut aussi avoir l'aide d'un journaliste local ou ce qu'on appelle, nous, les fixeurs. Les fixeurs, ce sont des traducteurs, mais aussi des guides qui sont extrêmement importants. Parce qu'évidemment, je parle pas pachto, je parle pas dari. Il y a plusieurs langues là, en Afghanistan. Et donc, au début, j'ai longtemps travaillé avec le même fixeur qui s'appelle Akbar, qui est obligé de fuir l'Afghanistan, qui vit maintenant à Paris. Sans lui, la plupart de mes reportages auraient été impossibles. Et aussi, l'avantage, j'ai eu la chance de retourner plusieurs fois en Afghanistan, donc de commencer à comprendre peut-être un peu plus cette société extrêmement complexe qui est faite de clans, de tribus, d'ethnies différentes et aussi d'invasions, si on peut dire, ou des puissances étrangères. Il y a eu les Britanniques, il y a eu les Russes et ensuite la communauté internationale. Ce sont
des situations très complexes. Et pour se déplacer en Afghanistan, il faut faire attention aussi. J'ai jamais été kidnappée, j'ai jamais été blessée, et c'est beaucoup grâce à Akbar. J'en profite pour le remercier encore une fois. Et donc, et le fait de retourner dans le pays plusieurs fois aide énormément. On comprend mieux, on sait comment se déplacer, parce que c'est quand même très stressant. Et quand j'ai fait la guerre, que j'ai couvert la guerre au Liban contre Israël en 2006, j'avais jamais mis les pieds au Liban. C'est un pays extrêmement complexe. Je suis débarquée là-bas comme une ingénue. J'avais même pas de veste par balle. Il a fallu que je m'organise. Comment me déplacer. C'était quand même, le pays était quand même bombardé. Donc ça, c'est compliqué. C'est plus casse-gueule, c'est chose dire. Tandis que l'Afghanistan, c'est un pays que j'ai appris à apprivoiser. Donc c'était au fil des reportages, c'était moins difficile, si vous voulez. Et au moins, j'avais la base. Tandis que au Liban, quand je suis arrivée, j'avais aucune base. Quand j'ai couvert la chute de Moubarak en Égypte, j'avais aucune base là aussi. Donc, tu pédales en tabarouette. Parce qu'il faut que tu vois plusieurs choses en même temps. Et dans des reportages, dans des zones dangereuses, tu passes 2 tiers de ton temps à régler des problèmes de logistique. Comment je me déplace, comment je transmets, Ouais. où je dors, ou qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, et surtout comment je me déplace dans une relative sécurité. C'est des terrains qui bougent beaucoup, qui sont imprévisibles, donc il faut s'adapter tout le temps. Et en même temps, il faut produire tous les jours un article pour le journal. Et puis une fois que l'article est écrit, il faut le transmettre. Donc, il faut trouver une connexion Internet potable. C'est beaucoup de logistique, mais avec l'expérience, on finit par apprendre et à se débrouiller. Et là, la collaboration avec des organisations non gouvernementales qui sont sur place, comme la Croix-Rouge, leur connaissance fine du terrain, ça aide beaucoup. En fait, le journaliste, c'est une collaboration qu'on encourage sur le terrain, n'est-ce pas? Pas vraiment, parce que les relations avec les ONG, là, comme Croix-Rouge, bon, elles sont difficiles. Là. C'est un peu comme avec les policiers. On n'a pas les mêmes buts, il faut qu'on s'endure, les uns ont besoin des autres. Parfois, ils m'ont aidé, mais je veux dire, ils n'ont pas envie d'avoir 150 journalistes accrochés après leur basket parce que eux ont accès à des zones que nous, on n'a pas accès. Donc, on a besoin d'eux pour essayer d'avoir accès. Mais en général, ils n'aiment pas tellement collaborer avec les journalistes parce que si les journalistes écrivent des articles négatifs sur le pays, si l'ONG a collaboré avec le journaliste, ça peut leur occasionner des problèmes. Donc, on n'a pas les mêmes buts, mais on a besoin des uns des autres. Donc, on se tolère, si on veut. Mais on peut pas parler de collaboration. Mais moi, ils m'ont aidé à quelques reprises, ils m'ont aidé au Rwanda, pendant le génocide, ils m'ont aidé à rentrer en Afghanistan sous les talibans, mais une fois sur place, il fallait que je me débrouille. Puis c'est correct, là, ça fait partie des règles, si vous voulez. Et on y apprend des choses absolument intéressantes que vous avez découvertes très certainement sur le terrain, la relation entre les Moudjahidines et les talibans, la relation entre Al-Qaïda et le chef des Moudjahidines, Ben Laden qui épouse la fille de l'autre et l'autre qui épouse la fille de Ben Laden. Il y a des Le informations Mollah Omar, absolument c'est ça, le chef des talibans. croustillantes qu'on trouve là-dedans. L'appréciation sur le degré de barbarie des uns et des autres, le pouvoir iranien islamiste que l'on accuse d'être très dur et qui pense que justement les talibans sont à un niveau de barbarie inégalable. C'est très intéressant. Je reviens, si vous le voulez, pour une dernière question sur votre expérience au Mali. C'est un pays que vous avez connu avant de le redécouvrir plus tard après l'intervention française qui a permis de stopper l'arrivée des djihadistes. Et quand vous regardez aujourd'hui la situation au Mali avec tout le recul et toute l'expérience que vous avez engrangée sur le terrain, cette hostilité des populations par rapport à la présence française qui pourtant il y a 5 ou 7 ans était appréciée, applaudie, célébrée au Mali. Comment vous lisez cela? Comment on est passé en fait d'une expression, j'allais dire, d'amour par rapport à ces sauveurs français à une expression d'hostilité manifeste aujourd'hui, au point que les militaires français sont obligés de se retirer sur demande justement de l'actuel pouvoir de partir. Mais premièrement, c'est une demande avec de la junte.
C'est une demande de la junte militaire qui a pris le pouvoir à la suite d'un double coup Absolument. d'État au Mali. Mais il faut dire aussi que les djihadistes qui ont pris le contrôle du nord du Mali ont fait, c'était Mhm. épouvantable, c'était quasiment davantage des psychopathes que des djihadistes, là, qui ont martyrisé une population complètement isolée là, dans des villes comme Tombouctou. Moi, j'avais été à Tombouctou à la chute des djihadistes, je pense que je suis arrivée quelques jours après. C'est une population complètement traumatisée qui voulait témoigner, qui s'est sentie complètement isolée à la merci de ces hommes-là Mhm. qui imposaient des lois qui n'avaient rien à voir avec la culture profonde des Maliens. Euh, et les Français sont arrivés et ils ont délivré, si vous voulez, ils ont chassé les djihadistes qui ont continué à contrôler une partie du pays. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les Mhm. djihadistes sont en train de foutre le bordel dans toute la région du Sahel, pas juste au Mali, mais au Niger, au Burkina Faso, etc. Mais il y a aussi des maladresses de la part de la France, qui est quand même une ancienne métropole. Ce sont des anciennes colonies, donc un lien trouble. Absolument. Là. Mhm. Il y a toute la fierté africaine aussi. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresse de la part des Français. Il faut pas oublier aussi que le groupe Wagner, des espèces de mercenaires russes Ouais. qui sont là et qui remplacent un peu, si vous voulez, le pouvoir des soldats français. C'est la décision d'une jeune. Qu'est-ce que le peuple comme tel pense de ce retrait-là? Est-ce qu'il se sent insécure, livré pieds et poings liés un peu au chaos qui est semé par des groupes djihadistes qui prennent le contrôle d'une partie du pays, qui font des attentats? C'est vraiment problématique pour les populations qui vivent dans la peur. Là. Il y a une partie du Absolument. Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ne sont plus accessibles parce que les groupes Al-Qaïda et etc. et les petits qu'ils ont formés sont en train de semer le chaos. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un recul de la démocratie dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit la Guinée, le Burkina Faso, le Mali. Et c'est vraiment dommage parce que l'Afrique de l'Ouest était partie sur, comment je peux dire, donc, sur une voie démocratique vraiment intéressante. Et là, ces coups d'État répétés sont inquiétants. Le départ des troupes françaises aussi. Donc, je suis pas très optimiste là, à court terme pour l'Afrique de l'Ouest. Absolument intéressant. Michel, c'est tout le temps qui nous était consacré, qui nous était imparti, donc qui se termine. Je vais donc devoir conclure cette entrevue. Est-ce qu'il y a en 30 secondes quelque chose que je ne vous ai pas demandé et que vous auriez aimé dire? Il y aurait eu tellement de choses, mais non, mais vous aviez vraiment fait le tour du jardin, merci. Mais et puis je voudrais remercier le Salon du livre de l'Outaouais là, qui a fait son gros possible pour essayer de tenir le Salon du livre malgré tout, malgré la pandémie. Alors je voudrais remercier tout le monde qui a assisté, et le Salon du livre, et vous, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le Merci. temps de lire mon livre et surtout de l'avoir aimé. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je le recommanderai à mes étudiants. Voilà, donc on recevait Madame Michèle Humet qui était interrogée donc par Ndiagaloum, professeur titulaire au département des sciences sociales de l'UCO et titulaire de la chaire de la francophonie à l'UCO. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bon salon.